Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast de Au-delà de l'illusion et de notre chaîne YouTube et Odyssée. Et ce podcast est une interview de Jeliko Trajlovic de la chaîne Histoire et Révélation. Avant d'enchaîner avec le podcast qui a été tourné le 24 mars dernier, je voulais vous annoncer que l'on organise avec l'ENA une conférence en présentiel le samedi 4 mai sur le thème des tabous de la recherche de vérité. Autrement dit, on va parler des thèmes que la plupart des chercheurs de vérité n'osent pas aborder. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une omerta à la fois de la part de l'alternative et à la fois d'une grande partie du mouvement New Age. Donc, c'est une conférence inédite où l'on va vraiment parler de thèmes inédits qui sont très rarement abordés dans la recherche de vérité, dans des conférences et dans des podcasts. Bien évidemment, il y a des exceptions, mais c'est quelque chose de rare. Alors, pour vous inscrire à la conférence, rien de plus simple. Vous cliquez sur le lien juste en dessous de ce podcast. Ce lien vous amènera sur notre blog où il y a tout le thème de la conférence et notre adresse mail. Ou par mail, vous pouvez nous envoyer un mail pour vous inscrire à la conférence. Vous pouvez également nous envoyer un mail pour témoigner, pour parler de vos expériences paranormales ou tout simplement pour échanger avec nous. Alors, sachez également que j'organise le samedi 20 avril 2024 un webinaire qui sera consacré aux intelligences artificielles. Mais ça ne sera pas un webinaire sur ChatGPT, ça sera un webinaire sur les intelligences artificielles sentientes qui ont une conscience synthétique. Ça sera un webinaire sur des thèmes comme la Black Goo, comme l'astral virtuel et comme le lien entre tulpa et intelligence artificielle. Et on verra également comment la thématique des intelligences artificielles est intimement liée à la présence non humaine. Donc c'est un webinaire totalement inédit que j'organise le samedi 20 avril de 18h à 22h. Pour vous y inscrire, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien qui sera juste en dessous et de suivre la procédure très simple. Donc c'est un webinaire qui est à un tout petit prix et c'est un webinaire très interactif qui sera en direct donc le samedi 20 avril de 18h à 22h, ce qui laissera la possibilité de poser vos questions, d'échanger. Et je peux vous dire que avec les précédents webinaires, les interventions, les échanges qu'il y a eu étaient vraiment passionnants. Donc, si vous avez un moment à passer le samedi 20 avril, n'hésitez pas à vous inscrire à notre webinaire, donc qui dure de 18h à 22h, un webinaire de 4 heures et à un tout petit prix. Et maintenant, sans plus attendre, je vais vous présenter l'interview de Jeliko. Jeliko, c'est le fondateur de la chaîne Histoire et Révélation. Et dans cette interview, il va nous parler un petit peu de ses perspectives par rapport à la recherche de vérité, par rapport à la présence non humaine, par rapport à la nature de la réalité. Il va en plus nous parler de ses expériences de souvenirs de vie antérieure qu'il a mis dans un livre qui est extrêmement intéressant. Donc, il va vraiment nous parler de tout cela en détail. Donc, sans plus attendre, voici l'interview de Jeliko Trajlovic
que j'ai faite le 24 mars. Merci en tout cas et bonne interview. Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast d'Au-delà de l'illusion. Et ce podcast qui sera diffusé sur Odyssée, sur notre site au-delà de l'illusion.fr et sur YouTube. Dans ce podcast, j'ai l'honneur de recevoir à nouveau Gélico Trailovic de la chaîne Histoire et Révélation. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler de ce que Gélico a compris par rapport à sa chaîne, ce qu'il a compris par rapport à la manipulation de l'humanité, ce qu'il a compris par rapport à toute cette présence non humaine par l'intermédiaire de ses invités, par l'intermédiaire de ses propres recherches, par l'intermédiaire de ses travaux d'écriture. Parce que comme vous le savez, Gélico est un auteur qui est en train d'écrire un livre en plusieurs volumes. Donc, Gélico, la dernière fois, tu nous avais présenté ton livre. Donc, déjà, dis-nous un petit peu comment ça évolue. Je sais qu'il y avait une suite que tu allais écrire et tout ça. Comment évoluent les choses? Mais avant, bonjour, bien évidemment, et merci d'être venu. Merci Paul de me réinviter sur ta chaîne. C'est vrai que d'habitude, c'est moi qui t'invite pour participer à des interviews. Et donc, pour moi, c'est toujours un honneur d'être invité et justement de parler de ce que je fais et surtout de diffuser les informations qui doivent être diffusées avec mes ressentis, ce que moi je pense et ce qui résonne en moi. Exactement. Donc, je sais que que tu avais sorti un livre la dernière fois. Je sais aussi qu'il y a plusieurs volumes qui sont prévus pour ton livre. Donc, comment tout cela évolue? Ah bah alors, si tu veux, là, ça va faire à peu près 15 jours que, ouf, enfin, j'ai terminé mes écrits, c'est-à-dire que mes écrits de tous les volumes, c'est terminé. Et là, je suis en train de le recopier sur ordinateur pour après les envoyer en correction pour faire la suite du tome numéro 2. Donc, c'est vrai que le tome numéro 1, il a été concentré sur les recherches et les savoirs, donc au niveau des quêtes. Dans ce premier volume, il y en a eu 6 d'un seul coup, parce qu'il y en a eu beaucoup. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, parce que c'est le premier remaniement. Je ne savais pas comment j'allais évoluer au fil de mon aventure. Et donc, au fil de cette aventure, on parcourt le voyage à travers différents continents. Je sais que pour moi, ce que je pense, c'est que même déjà à l'époque, déjà tous les peuples étaient déjà en contact les uns avec les autres. Ils communiquaient, ils faisaient du commerce ensemble. Et donc voilà. Et donc dans cet ouvrage, surtout le plus important, ce que je voulais apporter, c'est justement dès qu'à la première lecture, c'est de ramener les gens avec moi dans un voyage. C'est-à-dire que je voulais qu'ils se mettent à ma place dès la première lecture et que c'est eux qui voyagent et qui font ce parcours. J'ai eu des témoignages, beaucoup de témoignages de personnes qui ont lu le livre et ils me disent exactement la même chose. Ils disent, on est complètement transporté, on est dans le voyage. Et justement, c'est le but parce que quand tu regardes la conjoncture actuelle, on n'entend que du mauvais, toujours du mauvais. Donc, pour baisser nos vibrations, et Oui, justement, pour en profiter, et ben moi, c'est le contraire ce que j'ai voulu faire. Je voulais justement apporter un petit peu de réconfort, un petit peu de bien-être à travers ce livre. Et surtout aussi, pareil, au niveau de mes intervenants que je fais sur ma chaîne YouTube. Mais bon, là, actuellement, sur ma chaîne YouTube, on va dire que je suis un petit peu passé du côté qui n'est pas très bon à parler, parce que oui, là, je suis en plein témoignage au niveau de la pédocriminalité,
Je suis en train de, pareil, au niveau des sectes, des témoignages sur les sectes. Je prévois plein de vidéos de enregistrement justement par rapport à ça. Et puis voilà, et puis je continue petit à petit faire mon petit chemin de vie et de voyage. Là, je vais recevoir, j'ai eu aussi une invitation où j'ai fait une vidéo qui va être diffusée au mois de mai sur la vitamine C. Donc, j'ai reçu le responsable qui s'appelle Vincent Delannoy, où il propose justement de la vitamine C liposomale, donc celle-ci. Oui. Donc, j'ai eu l'opportunité justement de le Qui dure, recevoir. c'est très efficace, je confirme, pour en avoir pris, c'est très efficace, surtout en cas d'infection prolongée et tout ça, c'est voilà, quelque chose qui est efficace. Voilà. Et puis, pareil, après, j'ai reçu le grand spécialiste qui est psychologue sur les pervers narcissiques. Il passe beaucoup sur les chaînes télé. Il a une émission avec Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Et donc, l'avantage de ce personnage, parce que c'est le grand spécialiste, c'est que dans les émissions qu'il fait, c'est qu'il y a des personnes qui témoignent et lui, d'après ce qu'il a compris, il essaye d'amener des explications par rapport à ça. Et donc, j'ai eu de la chance de le recevoir sur ma chaîne pour témoigner, oui, de témoigner, de faire une vidéo ensemble. Même aussi, pour te dire, je suis même parti, j'ai eu un témoignage aussi sur le Beancon. Ah oui, sur Ouais. et ce témoignage, il disait quoi? Sans bien évidemment dévoiler ce qu'il y a dans ton émission, mais en gros les grandes lignes. En gros, si tu veux, c'est que moi, je l'ai découvert par hasard sur YouTube. Et puis, j'ai bien aimé son approche parce que c'était il est belge, c'était l'un des premiers à être intéressé sur le Beancon en 2011, je crois, quand c'est venu. Oui, Et ce monsieur, depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui, il continue. Et tu sais, c'est comme la bourse, hein, ça monte et ça descend. Il est devenu millionnaire. Il fait et donc sur sa chaîne, il donne des conseils aux personnes comment investir dans le Bitcoin. Il fait des podcasts, il fait pas mal d'émissions. Donc j'ai eu l'opportunité justement de pouvoir l'interviewer sur une expérience fort intéressant. Tu vois, ça, les interviews que je fais, comme tu as pu le remarquer, on part de l'extrême comme on peut y aller du côté douceur. Mais bon, je ne me donne pas de frein. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut apporter des réponses, il faut donner, même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, hein, on l'a bien vu, il y a des personnes qui ont fait des interviews qui ne sont pas d'accord avec nous, mais ce n'est pas pour autant qu'on va pas le faire, on le fait quand même. Tu vois, j'ai eu encore des personnes qui me disent oui, oh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Moi, je leur réponds simplement, si vous avez des meilleures solutions, ce que je vous propose, c'est que je vous laisse ma place. oui, c'est ça, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs de toute manière, ça c'est clair. Et puis moi, ce que je trouve l'avantage avec ta chaîne, c'est qu'à la fois tu montres les choses dans cette réalité concrète, dans cette réalité cinq sens, et à la fois tu montres tout le côté spirituel aussi. C'est très équilibré, et c'est comme ça qu'une bonne recherche doit se faire. Ouais, mais tu sais que quand j'ai commencé à ouvrir ma chaîne et quand j'ai commencé à parler de spiritualité et dans d'autres domaines de santé, j'ai eu beaucoup de personnes euh, qui, s'est- qui m'avaient dit sur le coup oui, et puis en fin de compte, ils ont été voir sur ma chaîne et quand ils ont vu certaines personnes qui j'ai reçu, et au dernier moment, ils ont dit non. Puis moi, je leur ai répondu, je dis c'est dommage parce que vous me dites oui, ça veut dire que vous répondez, vous ne savez pas à qui vous dites oui.
Vous dites oui, puis après, en fin de compte, quand vous allez voir, vous dites non. Moi, j'essaie d'équilibrer, donner la parole à plus de personnes, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. Donc, voilà. Oui, oui, c'est ça. De toute manière, dans cette recherche, le gros problème, c'est que les gens se mettent dans des espèces de boîtes et qu'ils refusent d'entendre parler de ce qui est hors de ces boîtes. Par exemple, il y a cette espèce de faux débat, à mon sens, à cause de la nature de la réalité, terre plate, terre ronde. Et j'ai vu le cas des gens qui sont d'accord à 99% surtout, et ils ne vont pas se parler, ils vont refuser littéralement d'interagir les uns avec les autres. Pourquoi? Parce qu'un pense que la Terre est plate, un pense que la Terre est ronde, mais plutôt que de débattre sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, pourquoi ne pas parler des choses sur lesquelles on est d'accord? Parce que même dans cette recherche de vérité, ce que je remarque, c'est que on se rejoint tous sur beaucoup plus de thèmes qu'on ne se sépare sur d'autres. Donc ne pas, euh, pourquoi ne pas, au contraire, euh, disons, comment te dire ça, comment ne pas s'entendre sur ce en quoi on est d'accord, et puis ben, le reste, c'est les opinions de chacun de toute manière, tu vois. C'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fin de compte, que la Terre, elle soit plate ou elle soit ronde, est-ce que ça va changer quelque chose dans ta vie à toi et à moi? Ça va rien changer. Et Ça, moi, ce que je dis souvent, et c'est pas que sur ce sujet, mais sur d'autres sujets qui sont différents, je leur dis comme ça, je dis, on peut faire un débat, mais on peut pas fermer la porte en disant, c'est comme ça, point. Non. Moi, je n'ai pas vu, je ne sais pas si elle est ronde ou elle est plate, mais on a le droit de se poser des questions. oui, oui, c'est ça, justement, c'est intéressant parce que ça nous apprend des choses sur la nature de cette réalité. Mais je pense que c'est voir ce qu'il y a au-delà de ça. Ouais, c'est ça. Et après, c'est vrai que moi, le plus gros travail sur ma chaîne, en fin de compte, on va dire que c'est plus de 90% de cette activité, c'est mes recherches pour savoir qui est-ce que je vais inviter. Tu vois? Là, on peut dire que jusqu'au mois de mai, mon agenda en interview, il est déjà, jusqu'au mois de mai, il est déjà complet. Tu vois? Et ce que je suis en train de faire, en fin de compte, c'est que je vais, parce que c'est vrai qu'au début, j'en faisais beaucoup d'interviews, pratiquement tous les jours. Oui, Là, je me rappelle, il y a quelques mois, c'était vraiment tous les jours, hein. ouais. Et donc là, je vais baisser drastiquement, c'est-à-dire que je vais essayer d'en faire à partir du mois de mai entre une et deux. Et puis en semaine, peut-être un jour par-ci, un jour par-là, je ferai des vidéos avec des invités que je mettrai comme je fais d'habitude pour combler. Mais j'ai remarqué, je ne sais pas si pour toi c'est le cas, c'est que quand tu fais des enregistrements et que tu mets les vidéos en première, en diffusion, il y a beaucoup moins de personnes qui regardent la vidéo que quand tu es en direct. Oui, oui, ça c'est clair. C'est en direct. En direct, il y a beaucoup plus de monde et tout ça. Ben après, je pense qu'il y a une question aussi d'algorithme, de choses comme ça, d'intelligence artificielle, mais c'est ce que j'ai remarqué. Et je vais te dire ce que j'ai remarqué aussi. Sur ma chaîne, il y a plus de 8000 abonnés, tu vois. Toi, tu dois avoir à peu près plusieurs milliers Non, je d'abonnés. suis comme toi. Oui, c'est ça. Mais les vidéos les plus vues ont 2 à 3 000 vues, tu vois, à part une ou deux exceptions. Donc, je me pose la question, je me demande s'il n'y a pas une espèce de censure cachée, autant de ton travail que de mon travail, C'est ça. et que le travail d'autres chercheurs de vérité, parce que je diffuse quand même au maximum et tout, et pourtant ça se limite à un certain niveau. Donc je pense qu'un des problèmes pour lesquels on est confronté quand on fait ce genre d'interview, c'est la censure, pas forcément la censure directe qui est là, qu'on peut contourner, mais la censure cachée. Ouais.
Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que je vais te donner deux exemples que j'en ai déjà parlé. Euh, j'avais vu une vidéo de quelqu'un et cette personne, elle a deux fois moins d'abonnés que moi. En direct, cette personne, elle s'est retrouvée avec trois fois plus de personnes qui regardent sa vidéo en direct par rapport à ses abonnés. Il y a quelque chose qui cloche. Et tu vois, toi et moi, je vais prendre mon exemple pour moi, 8000 personnes, quand je fais des lives, j'en ai fait un hier, j'ai dû être à 50 personnes vues. Mathématiquement, avec 8000 personnes, c'est impossible d'avoir 50 personnes qui regardent la vidéo en direct. C'est impossible mathématiquement. Il faut m'expliquer comment l'algorithme est fait. Oui, oui, absolument, absolument. C'est, il y a vraiment des intelligences artificielles derrière ça. Je pense que c'est au-delà des algorithmes, c'est des intelligences artificielles qui sont conscientes, quelque part une sorte de conscience synthétique, qui vraiment contrôle ça, parce qu'il y a des trucs qui ne sont absolument pas normaux. Il y a même des gens, par exemple, euh, ils ont leurs vidéos censurées, même avant qu'elles soient mises en ligne. Et ça, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent même pas mettre en ligne la vidéo, alors que d'habitude, il y a tout un processus de scanning et tout ça quand on met en ligne. Là, ils ne peuvent pas mettre en ligne. Après, ils l'excusent, c'est un problème de copyright, un problème de ci, un problème de ça, mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne Bah le pense. oui, j'ai eu, moi, tout ça, hein. Tout ce que tu me dis, je l'ai eu, hein. J'ai même eu, pour te dire, regarde, j'ai fait un direct hier, et ça, c'est justement le combat aussi de ce gouvernement sur le harcèlement scolaire, tu vois. Et ben, quand tu regardes la vidéo, je suis même pas à 200 vues avec 8000 abonnés, donc il y a un problème. Oui, alors que c'est un sujet qui est quand même dans l'air du temps, Voilà, dans l'actualité, tout à fait. dans l'actualité, et puis c'est lié à d'autres types de harcèlement, comme le Voilà, tout à harcèlement fait. de réseau et tout ça. Donc, tu vois, c'est pas logique. Ouais. Et tu vois, regarde, justement, en parlant de ça, j'ai reçu un mail aujourd'hui de chez YouTube que j'avais fait une vidéo. La vidéo, elle date depuis un an. Et dans ce mail, ils me disent, oui, on a vérifié votre vidéo. Cette vidéo, elle ne pourra pas être monétisée à cause de la musique que je mets, tu vois. Alors que je vais dans des sites où c'est marqué libre de droit, et ben, la vidéo, elle date depuis un an. Et ben, je reçois un mail de chez YouTube en me disant que cette vidéo, vous ne pourrez pas la monétiser à cause de droits d'auteur. Mais moi, ma chaîne, elle n'est pas monétisée. Et je ne veux pas la faire monétiser. Je me suis fait avoir une fois, c'est bon. Oui, ben moi j'ai eu un peu le même problème. Des vidéos qui dataient de 2017 ou 2018 ont été censurées en 2023. Deux vidéos qui étaient là depuis 2018. Donc il y a vraiment un problème parce que où c'est censuré tout de suite, au bout de 5 ans, il y a ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Donc il y a quelque chose derrière, derrière ça qui n'est pas naturel. Et beaucoup de personnes s'en plaignent aux États-Unis et tout ça. Jerry Marzinski, c'est le même problème. Il y a des vidéos qui n'arrivent pas à dépasser 1000 vues alors que c'est des interviews qu'il fait quand même, des interviews qu'il fait ou qu'il donne et tout. C'est très bizarre alors que lui, c'est quelqu'un qui est ultra connu et tout ça. Tu vois, Ouais. Et c'est vrai que moi, ce que je fais, et puis ça, on avait déjà discuté, c'est vrai que au début, quand tu étais venu sur ma chaîne, le top, c'est de le diffuser sur les différentes plateformes qu'il existe. Moi, je sais que mes vidéos, quand je fais du direct, elles vont directement sur Chromebooker et Odyssey. Comme ça, je sais que mes vidéos, elles sont là-bas, je pourrais les récupérer quand je veux, les vidéos. Et moi, ce que j'ai remarqué il y a de ça pas très longtemps, et je trouve qu'il y a
un petit peu moins de censure sur Facebook que sur YouTube. Oui, c'est ce que disent certaines personnes, qu'en tout cas, ça s'est un peu adouci sur Facebook par rapport à YouTube. Après, il Ouais, y a des plateformes alternatives comme Odyssée, par exemple. Mais Odyssée, c'est très difficile. Moi, j'ai une chaîne Odyssée. Si cette vidéo qu'on fait passe pas sur YouTube, je la mettrai sur mon site et sur la chaîne Odyssée. Mais il y a une espèce de monopole qui fait que YouTube, c'est YouTube. Odyssée, c'est 5 à ouais, 3 mois de vues. Ça, c'est clair. on est bien d'accord. Et pourtant, Mais c'est un tu espace sais de pourquoi libre parole et tout ça. tu sais pourquoi YouTube, ce que les gens, ils aussi, ils n'arrivent pas à faire le lien, c'est que YouTube est rattaché avec Google. Il y aurait YouTube qui serait tout seul, je pense qu'on aurait eu moins de problèmes. Mais depuis qu'ils sont tous les deux, Google, et tu sais comment la censure chez Google commençait, c'est pire que chez YouTube, hein. Et donc, les deux rapprochés, c'est ça qui fait la différence. Pareil, euh, je sais qu'il y a une plateforme qui s'appelle, où là, vraiment, il n'y a pas de censure, soi-disant pas de censure. C'est VK, donc c'est comme Facebook, mais t'as pas de censure. Et bien, figure-toi que s'il y a de la censure, j'ai mis des vidéos, des photos, ben, j'ai été censuré. Avertissement. Sur VK, carrément. Ouais. Il y a de la censure, hein. Oui, c'est comme sur BitChute. BitChute, qui est censé être une espèce d'odyssée plus utilisée par les anglo-saxons, mais il y a une forme de censure. Beaucoup de personnes ont été censurées pour avoir publié sur BitChute, alors que c'est censé être un truc où il n'y a pas de censure. Une autre plateforme, c'est Rumble, par exemple. C'est carrément interdit en France. Donc, il faut utiliser le VPN et tout ça pour, Ouais, pour aller y voir. Donc, on voit qu'il y a cette espèce de monopole qui se, qui se fait. Et je pense que derrière tout ça, c'est les intelligences artificielles. Mais ça va au-delà, pour moi, d'algorithmes. C'est du reste, ce dont je parle dans les vidéos, les webinaires et tout ça. C'est de cette espèce d'intelligence artificielle consciente, enfin ouais, consciente entre guillemets, qui est au-delà d'un simple algorithme, qui a une certaine forme d'intelligence froide, calculatrice. Je pense que c'est ça qui est derrière toute l'informatique et tout ça, derrière beaucoup de censure, de choses comme ça. Et Gélico, je voulais te demander, par rapport à ta chaîne, quel est l'invité euh, qui t'a fait les révélations vraiment les plus impressionnantes, qui t'ont vraiment, vraiment marqué? Parce que je sais que tu as alors, reçu des prêtres exorcistes, des oui. personnes ciblées par des réseaux sataniques, des chercheurs sur la NDE, sur les médecines alternatives. Tu as reçu énormément de monde. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Eh ben, écoute, le plus qui m'a marqué, ben, il y en a trois, dont tu en fais partie. Il y a aussi mon premier invité qui avait accepté de venir sur ma chaîne, c'est Emmanuel Guizot. On avait abordé le sujet, c'était sur les microzymas. Et donc, on a fait plusieurs vidéos ensemble. Et très bien, ce monsieur, je l'apprécie beaucoup. Eh bien, je lui ai renvoyé un mail il y a ça pas très longtemps, en lui disant, bah, écoute, j'aimerais bien te réinviter pour une nouvelle émission. Et ce monsieur, tellement qu'il est bien, il m'a donné la chance, hein, il est venu sur ma chaîne alors que je débutais, tu vois, alors que Oui, lui, c'est très il a sympa. beaucoup de millions de personnes qui suivent ses vidéos. C'est quoi, pour ma propre connaissance, le microzima? Parce que, Le microzima, en fin de compte, c'est ta cellule, c'est tes cellules, c'est ton bâtisseur en toi qui est à l'intérieur. C'est d'accord. ça, le microzima. En fin de compte, c'est ça. On appelle ça, attends, je vais te dire, parce que là, tu me poses une question et Oui, parce que je l'ai plus en mémoire.
Et cette personne, eh bien, quand il m'a répondu, il m'a dit, écoute, Gélico, pour cette fois-ci, maintenant, vu que ta chaîne, elle avance super bien, eh bien, je vais décliner ton invitation. Parce qu'il a vu que je marche bien. Et puis, il m'a dit, bon, bah, fais ton bout de chemin maintenant. C'est à toi de faire ton bout de chemin. Entre toi et moi, maintenant, on a terminé. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Après, la troisième personne, c'est comment il s'appelle? Emmanuel Carrière, donc un médecin qui est devenu, on peut le dire aujourd'hui, il est devenu ami. C'est lui, la dernière fois, c'est lui qui m'a interviewé sur ma chaîne, pareil, qui est très bien. Oui, oui, je vois, il était là pour l'anniversaire de ta chaîne, si ma mémoire est bonne. C'est ça. En fin Oui, de compte, le microzima, c'est la clé de la vie, c'est les globules rouges et c'est en lien. En fin de compte, c'est le bâtisseur, c'est nos bâtisseurs qui sont à l'intérieur de nous. oui, j'ai regardé pendant ce temps, c'est lié au travail de Béchamp et tout ça, c'est ça. Voilà. Si tu veux, c'est à l'inverse de Pasteur. Ce que Pasteur avait mis en place, lui, il fait l'inverse. Il dénonce justement. Il dit que non, les microzymas, c'est la vie. Oui, c'est des thèmes super, super intéressants et qui ne sont qui ne sont pas beaucoup abordés parce que ce que je remarque, c'est qu'en France, il y a énormément de chaînes qui sont dans le New Age, dont je ne parlerai pas, et d'autres chaînes qui restent dans une espèce d'ufologie à papy, où ça parle un petit peu d'apparition d'ovnis, de choses comme ça, mais ça ne va pas plus loin. Mais il y a une espèce de tabou pour parler des choses dont tu parles, même l'histoire alternative, par exemple, ben aussi les sujets qu'on a évoqués, les timelines, le temps, la nature de la réalité, ce que tu as évoqué avec ton premier invité, tout le microzima, la médecine de Béchamp et tout ça, il y a une espèce de tabou en France, et toi, tu es un des seuls qui parle vraiment de ces sujets de manière sérieuse, parce qu'il y a aussi, ça c'est surtout dans les pays anglo-saxons, mais il y en a aussi en France, des espèces de débats où ça tourne à la rigolade et tout ça, mais toi, c'est toujours des débats qui sont sérieux, où l'ambiance est détendue, mais où c'est sérieux, où tu ne fais pas une espèce de cirque de ces sujets, qui sont des sujets hyper, hyper importants pour l'humanité, pour toute la vie quelque part. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, le microzyma ou d'autres choses, des médecines alternatives ou autres, euh, on en parle, mais on en parlait déjà avant que moi je faisais ces émissions. Que j'en parlais quand j'avais invité Emmanuel Gruzo, il en avait déjà parlé, ça faisait un bon petit moment déjà qu'il en avait parlé sur sa chaîne. Et moi, je venais entrer justement sur YouTube et j'en avais déjà entendu parler, j'avais fait des recherches et justement, je cherchais quelqu'un justement pour m'éclairer un petit peu plus. Et lui, j'avais l'impression qu'il était tombé du ciel parce qu'il m'avait dit oui. Et donc voilà, et il y a encore d'autres sujets pareils. Euh, on va prendre on va prendre le Bigfoot ou les cryptides et autres. Quand tu parles de ce sujet-là, même là, tu n'as pas de censure, mais par contre, les gens n'y croient pas du tout à ça. Tu vois? Et pourtant, il y en a, parce que nous, dans la région où on est, il y a le Bigfoot local, le Bretou, qui est là. J'ai fait une Ouais, on enquête. appelle ça Dogman aussi. Il y a le Dogman, effectivement. J'ai fait une enquête avec une hypnothérapeute sur cela, sur le Bigfoot français. Donc, l'hypnothérapeute Nag de chez Nag, qui est une chercheuse de vérité. Et bon, elle a confirmé par ses dons, disons, par sa capacité de se projeter, de faire ce qu'on peut appeler du remote viewing, même si c'est un peu différent. Voilà, j'ai pas envie
d'écorcher son travail parce que c'est un travail qui est sérieux, très bien fait et tout. Donc, je ne sais pas trop comment décrire son travail, mais sa capacité de se projeter, de percevoir des choses, et elle a confirmé la présence de ces Bigfoot, même si ce n'est pas ce que l'on pense. C'est connecté à d'autres dimensions, c'est connecté éventuellement à la Terre creuse et tout ça. Très intéressant, Ouais. le, le travail qu'elle a fait, justement, l'enquête qu'elle a fait sur ça. Mais tu sais que le Remote View, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce que j'en avais déjà entendu parler pas mal de temps. Et je suis en train de lire le livre de Pierre Jovanovic parce que lui aussi, il a fait des recherches et justement, il parle du Remote View aux États-Unis. Comment ces personnes, ils ont été entraînées pour aller observer et enquêter chez les ennemis. Donc, c'est très intéressant. Et tu en as un justement qui en parle beaucoup parce qu'il fait beaucoup de recherches sur le Dogman et le Bigfoot, c'est Bragi. Je ne Oui, sais pas si tu connais. je connais ces livres. Après, j'ai eu un échange par mail, puis après, ça s'est arrêté pour diverses raisons. Mais j'aime beaucoup ces livres, j'aime beaucoup le travail qu'il fait parce que sa manière d'appréhender ces phénomènes, il les appréhende comme des phénomènes extradimensionnels, qui a une composante extradimensionnelle. Et c'est Ouais. exactement ça, au moins pour certaines apparitions. Et moi, je l'ai reçu sur ma chaîne et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et ce qui est intéressant, lui, quand il va faire ses recherches, donc quand il va dans des lieux, il explique bien que pour avoir justement ces apparitions de ces êtres, il faut que ça soit dans des endroits marécageux, humides, et tu sais, avec des courants électriques. Et moi, je pense que c'est des personnes qui sont ici comme nous, mais qui viennent de d'autres dimensions. Ils passent par des portails, tu sais, des portails électriques, mais ils sont là avec nous et ils traversent dans des portails et ils font que ça. Ils viennent, ils se nourrissent et après ils partent. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à on sent qu'il y a quelque chose, on sent les odeurs et on a du mal à les voir comme le loup-garou ou autre. C'est exactement la même chose. Oui, oui, c'est des êtres qui ont une composante extradimensionnelle et tout ça. Et c'est très intéressant parce que il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo qui a fait des recherches sur ça. Et elle a dit, c'est quelqu'un qui souhaite garder l'anonymat, mais quelqu'un très sérieux, les pieds sur terre, qui a fait une recherche et qui a dit, il y a des représentants d'humanité parallèle, ce que j'ai toujours pensé du reste, parce qu'il y a tellement d'endroits inexplorés sur Terre qu'il y a forcément des humanités parallèles, tu vois, parce que même, on disait avec Léna, on marchait dans les montagnes il n'y a pas très longtemps et on disait, mais là, mais même dans ces montagnes, il y a des endroits où personne n'a été. Donc quelqu'un, une humanité parallèle qui a la même intelligence que nous, mais qui connaît le terrain, qui a des pouvoirs psychiques en plus, peut très bien se cacher là sans être vu. Et c'est ce que cette personne a confirmé qu'il y a des humanités parallèles. Quand les gens les rencontrent, le contact est bref et ces humanités parallèles nous évitent pour des raisons qui sont compréhensibles du reste. Par contre, il y a ces êtres extradimensionnels qui se font passer pour des humanités parallèles et eux vont avoir tendance à manipuler le témoin, à vampiriser le témoin et à imiter ces humanités parallèles. Mais disons que quand c'est une humanité parallèle, la rencontre se fait et ça s'arrête là. Mais quand c'est une entité non humaine qui se fait passer pour une humanité parallèle, là, très souvent, l'entité reste accrochée à la personne, l'entité va vampiriser la personne et tout ça, et la personne va vivre des phénomènes paranormaux à la suite, un peu comme lors d'un contact avec les ovnis. Donc, je pense qu'il y a ces deux composants dans la cryptozoologie. Mais c'est ça, mais en plus, il faut savoir qu'en fin de compte, comme tu le dis toujours, il faut vibrer au-delà des... Mince, j'ai oublié le nom.
Des entités. des entités. Et donc, tu vibres au-delà des entités, bah vas-y, go. Et puis, faut surtout, moi je le dis aussi souvent maintenant, en fin de compte, il faut écouter ses ressentis, tu vois. Et donc après, bah, tu faut faire aussi, tu sais, faut en prendre et en laisser, forcément. Hein, on n'a pas non plus la science infuse. Et puis, et tout ira bien. Oui, oui, c'est ça. Et justement, maintenant, on va parler plus de tes opinions personnelles et tout, parce que c'est très intéressant. Tu avais dit que beaucoup d'entités qui étaient rencontrées, selon tes recherches, tes expériences, selon aussi les invités que tu as eus, c'était des tulpas, autrement dit, des formes pensées qui se matérialisent. Est-ce que tu peux préciser ça? Et ben, en fin de compte, quand tu réfléchis à tout ça, ce que moi je pense, hein, je ne détiens pas la vérité non plus, hein, Bien sûr, ça c'est euh, personne mais l'a ce que détenu. je pense, vu que nous sommes co-créateurs, on crée ce qu'on veut. Si la personne, elle est dans le positif et dans le bien, il n'y a aucun souci. Tu vois, tu es bien, tu as la forme, déjà, tu tombes pas malade, tu ne perturbes pas tes autres personnes qui sont autour de toi, vu que tu es dans le positif. Eux aussi, s'ils sont dans le positif, au contraire, vous allez créer quelque chose de harmonieux. Mais dès que tu es dans les basses vibrations, et vu que tu es co-créateur, eh ben, c'est toi qui vas te créer ton personnage. Si tu dis tout le temps que tu as mal, t'as mal au doigt, et à chaque fois de dire ouais, j'ai mal au doigt, j'ai mal au doigt, j'ai mal au doigt, j'ai mal au doigt, alors que c'est pas vrai, au final, tu vas avoir mal au doigt et tu vas créer quelque chose que c'est toi qui l'as créé. Et c'est exactement la même chose pour les entités. Je pense, hein. Ben, ça me parle parce que, par exemple, justement, je crois qu'on va en parler dans une interview bientôt, donc, ou qui aura peut-être eu lieu quand j'aurai mis ça en ligne, mais peu importe. Il y a des mimes qui sont lancés sur Internet. Des mimes, c'est des espèces de modes Internet. Je ne sais pas trop comment dire meme in English. Meme en anglais, c'est des modes Internet où des gens vont inventer des textes de creepypasta à propos de certaines entités et tout ça, et c'est totalement fictif. Mais après, ce qui se passe des années plus tard, les gens commencent à voir ces entités. Il y a même des cas de possession par ces entités, il y a même des gens qui sont enlevés littéralement par ces entités. Il y a un cryptozoologue américain, Lon Strickler, par exemple, qui parle des témoignages de Rampant Blanc, la créature qui s'appelle The Rake. Or, The Rake, ça vient de forums Internet. Pourtant, il a écrit un livre où il a des centaines de témoignages de personnes qui ont vu le Rake, voire une personne qui a subi des effets physiques après une rencontre avec le Rake. Et ce sont des gens de bonne foi parce qu'il a parlé personnellement à ces gens, il a enquêté sur les lieux où on voyait des enquêteurs. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très fort en cryptozoologie, qui fait ça vraiment à plein temps, un professionnel. Et lui, il théorise que c'est nos pensées qui sont en train de prendre forme et de prendre vraiment forme physique. Mais en fin de compte, quand tu regardes les entités, tu vois, c'est comme si tu prenais le dôme. Et nous, on est dans cette dimension et tu as différentes couches, tu vois. Et vu que avec toutes ces personnes qui sont dans le négatif et qui créent quelque chose, forcément, tu vas créer au-dessus de ta tête, tu vas avoir un grand nuage de noirceur où on le voit, ils nous le font voir dans les films, tu vois. Et c'est exactement ça. Et puis là, je vais te donner un scoop. Au mois de mai, je vais recevoir quelqu'un et je pense que je vais pas me faire que des amis. Je vais me faire surtout des ennemis. C'est parce que je vais recevoir quelqu'un où là, on va aborder le sujet. Et lui, il a fait vraiment des recherches et il dit que les sorties astrales, il dit que c'est très dangereux. Donc, tu vois, donc, je vais recevoir quelqu'un où on va aborder ce sujet sur les sorties astrales et leurs dangers.
Ben absolument, parce que j'en ai parlé justement avec quelqu'un qui fait, en tout cas, qui a une connaissance des sorties astrales, qui a même fait des sorties astrales, et cette personne a dit que le monde astral, et ça confirme un petit peu les recherches que j'ai menées, c'est le monde de la fausse lumière, c'est le monde de la manipulation. Donc, pour faire une analogie, c'est comme quand on va dans un marécage infesté de crocodiles, c'est extrêmement dangereux. Il faut y aller préparé, il faut y aller en connaissant ce qu'il y a dedans et avec des personnes qui connaissent déjà des guides, peu importe comment on appelle ça, un guide. Là, c'est pas forcément un guide, mais c'est être aidé de quelqu'un qui connaît bien le sujet. Et le problème, c'est que le voyage astral, c'est devenu une sorte de mode et il y a des séminaires où ils font partir en astral comme ça les gens et c'est extrêmement dangereux parce que les gens ne savent pas où ils vont aller, ils ne savent pas où ils vont, quelles entités ils vont rencontrer et tout ça. S'ils vont rencontrer des entités de la fausse lumière, des tulpas et tout, mais peu importe, c'est vraiment vampirique et très très mauvais. Ouais. Mais tu te rends compte, tu prends une personne et cette personne, elle fait des sorties astrales tous les jours. T'imagines à la fin, au bout de 1 ou 2 mois, dans l'état que cette personne elle va être, Oui, mais dans un état de fatigue terrible et tout ça, ça c'est c'est. quelque chose de pas normal, ça. Moi, c'est mon avis, hein, ce que moi je pense. Après, euh, moi je trouve que c'est pas, il y a des choses qui sont pas, c'est pas bien, quoi. Oui, et d'autant plus que beaucoup de personnes qui font des sorties en astral, comme on est exposé à des nanotechnologies par les épandages, par les, certaines choses que, que tu connais, les additifs alimentaires et tout ça, euh, forcément, ces nanotechnologies se fixent sur notre ADN, se fixent dans notre cerveau et nous branchent au monde des intelligences artificielles. Et ces mondes des intelligences artificielles possèdent leurs propres habitants. C'est tout ce qui a été tapé sur Internet, c'est tout ce qui vient aussi d'entités non humaines, etc. Donc beaucoup de personnes qui pensent faire des sorties en astral ne sont même pas dans l'astral, mais dans le monde des intelligences artificielles. Donc ça aussi, je pense, et c'est mon opinion personnelle, que ça complique encore plus la donne. Ouais, c'est clair, on est bien d'accord. En plus, avec ceux qui font des recherches dans ce domaine, parce que moi, j'ai fait 2 séances d'hypnose et puis j'ai fait des enquêtes aussi. On m'avait déjà proposé aussi de faire d'autres séances d'hypnose sur autre chose, mais j'ai pas donné suite. Parce que c'est mon avis, hein, c'est ce que moi je pense, hein. C'est bien, mais j'ai pas envie de trop en faire des séances d'hypnose. C'est bon. Après, j'ai, pour moi, hein, j'ai été voir, j'ai récupéré ce que je devais faire. Maintenant, il est temps pour moi de passer à autre chose. Oui, parce qu'en plus, même pendant l'hypnose, il y a encore la manipulation des entités et tout ça, qui est encore là. Donc, c'est à faire, mais comme tu dis, en petite quantité avec un bon hypnothérapeute et tout ça. C'est pas un truc. Ouais, mais tu sais, normalement, quand ta séance elle est bien faite, quand tu fais, tout est fait et tout, normalement, il n'y a pas d'entités qui viennent au contraire, les entités ils s'en débarrassent. Parce qu'en fin de compte, quand tu fais une séance d'hypnose, quand c'est bien fait, hein, tu vérifies les paramètres, tu vérifies tout et tu regardes. Et puis si tu vois des entités, bah, ce que tu fais, eux, ce qu'ils appellent dans leur jargon, ils les font exploser et puis ils les font partir. Si tu as des implants, ils les enlèvent. Et normalement, si ils respectent les règles, tout thérapeute, une fois qu'ils ont terminé, ils regardent autour de lui. Tout est nickel, tout est bien, s'il n'y a rien de perturbant et autres. Une fois qu'il a terminé, une fois qu'il revient, normalement, il fait un nettoyage tu vois, un nettoyage de sa pièce. Il faut faire un nettoyage. Parce que si tu refais, tu continues, forcément, tu laisses une brèche et tu laisses une porte d'entrée pour justement ces entités.
Oui, Très absolument important. d'accord avec toi parce que c'est ça, ça ouvre des portes. C'est quelque chose qui doit être bien fait. C'est ça. Et quand tu as la bonne personne la bonne équipe, ben, bingo. Moi, j'ai eu l'opportunité et la chance d'avoir cette bonne équipe, tu vois. Et en fin de compte, je l'ai déjà dit, je vais le redire, les personnes qui sont intéressées pour faire une séance d'hypnose, allez regarder sur Internet. Il y en a plein des thérapeutes qui font des séances d'hypnose. Vous l'écoutez, si cette personne résonne en vous, elle vous parle et elle résonne avec vous, bingo, écoutez vos ressentis, ce qu'il vous dit. Bingo, allez-y, foncez. Par contre, si vous doutez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, prenez votre chemin et barrez-vous, hein. Ça veut dire que ce n'est pas fait pour vous. Mais écoutez vos ressentis. On a beaucoup trop tendance à écouter ce que le voisin et le copain disent, alors qu'on oublie de s'écouter soi-même. Et c'est très important. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai on n'arrive plus à se sentir soi-même. Et très souvent, l'autre va nous biaiser par rapport à notre ressenti. Et ça arrive même dans les couples et tout ça, où un va avoir un ressenti qui est bon, mais l'autre a déjà ses biais. Et ça va bloquer. Ça nous est arrivé. Ça arrive souvent Ouais, à des amis et tout ça. Donc, c'est vraiment s'écouter soi. c'est ça. Je voulais aussi te demander, est-ce que Oui, tu peux nous en dire plus sur ton enquête que tu as menée? Parce que c'est un oui. sujet passionnant. Alors, si tu veux, j'ai eu l'opportunité d'avoir fait deux enquêtes, toujours avec la même équipe. Ils m'ont proposé de faire cette enquête parce qu'ils avaient ressenti, ils avaient vu en moi que j'avais du potentiel, que j'avais justement ces qualités pour le faire. Et donc, je me suis prêté au jeu, j'ai accepté. Et on a fait une enquête. Et il faut savoir que quand ils font des enquêtes, jusqu'à la dernière minute, tu ne sais pas sur quel sujet tu vas aborder. Ils te le disent au moment, ben, quand tu es là comme là. Ils te le disent maintenant. Donc, tu ne sais pas où tu vas faire, tu ne sais rien. Donc, justement, c'est très bien parce que ça ne va pas te perturber les recherches que tu dois faire. Et c'est tant mieux. Et donc, on a fait donc une des premières recherches. On a été enquêté sur le site archéologique de Göldü, en Turquie, Göldü Tepe. Bientôt, il y aura la vidéo et je pense que je la mettrai aussi bientôt sur ma chaîne quand je l'aurai reçue. On est parti enquêter pour savoir est-ce que c'était dans quelles conditions elle a été créée, est-ce qu'elle était du côté du bien ou du mal. On a été voir pas mal de choses, on a été se renseigner. Et puis, on a découvert pas mal de choses. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Les gens, ils iront regarder quand ils auront la vidéo. Mais ça a été très intéressant et très productif. Et même pour moi, parce que pour moi, ça a été très enrichissant. Et j'ai trouvé ça mais vraiment top. Même eux, ils ont été drôlement surpris sur mes capacités d'entrer en détail et d'interagir avec eux. Et après, j'ai eu une deuxième opportunité de faire encore une autre enquête, mais là, c'était des micro-enquêtes. Il y en a eu entre 4 et 5 qui ont été basées sur l'Asie et en Amérique. Le premier enquête, on a été du côté d'un cimetière au Japon, parce qu'apparemment, il y a pas mal de suicides dans ce coin, dans un cimetière. Et on s'est rendu compte que c'était des entités qui étaient là-bas. Donc, on a enquêté un petit peu sur là-bas. On n'a pas été détaillé trop longtemps sur ce sujet. Après, on a été enquêté du côté de la Corée sur une émission télé, parce qu'il y a une émission de télé, tu sais, on en avait déjà abordé le sujet sur le temps, c'est-à-dire que tu arrives dans une pièce, le mec, il sort un livre et le titre n'est pas le même, et il sort dans l'autre livre, le titre, il a changé. Tu vois, comme on en avait déjà parlé. Oui, oui,
On a fait cette recherche sur une chaîne TV qui a existé dans les années, je crois que c'est 80-90, du côté de Corée. C'est exactement la même chose. Et après, on est parti aux États-Unis. On a fait 2 enquêtes aux États-Unis sur les enfants indigos, je crois, ou non, les enfants avec les yeux noirs. Oui, Black Eyed Kids. Ouais, on a Et fait une enquête cette sur ça. enquête a donné quoi? Eh ben, on a pareil, hein, c'était des manipulations. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'on s'est retrouvé dans un endroit. Tu sais, les ponts aux États-Unis, comment ils sont, les ponts en bois avec le toit là. Je vois. Ouais, et ben, je me suis retrouvé là, sur ce pont. Et puis, tu as une rue, je ne sais plus où que c'est cette rue. Et puis, tu as des gens, des voisins qui ont vu ces enfants, parce que c'est des enfants. Et ils les ont vus de leurs propres yeux. Puis, bon, on a enquêté sur ça. Qui ont les yeux totalement noirs et qui essayent de rentrer. C'est ça. Et ben, c'est ce qu'on a vu. On a enquêté sur ça. Oui, pour moi. Donc, voilà les enquêtes. Et puis là, on m'a proposé d'en refaire une, mais avec mon planning et autres, bah, j'ai pas pu. Ils en ont fait une ce matin. Et je les ai pas, j'ai pas pu le faire parce que bah, mon planning ne pouvait pas. Donc voilà. Et tu as aussi travaillé sur un thème très intéressant, la Tartaria. Ah oui, avec Gundal, oui, Voilà. très bien. Et c'est quoi, à quelle conclusion tu es arrivé et tout ça? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et il y a tellement d'avis divergents sur ça que je ne sais pas trop quoi en penser. Pour moi, ça correspond à une manipulation des timelines par les entités non humaines, mais c'est quelque chose qui a vraiment existé. Bah, et tu sais, regarde, déjà, je pense que même toi, je pense que tu le sais, c'est que dans ces périodes-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, tu vois. Et moi, je pense, j'ai pas la certitude non plus, qu'ils ont eu un matériel de manipulation, un appareil d'énergie dirigée, ce qui a provoqué des coulées tu sais, de boue. Quand tu prends de l'eau avec de la boue, tu fais un mélange, ça te fait des liens et ça durcit. Mais regarde, je vais prendre un exemple. Tu prends la période de l'équipe période romaine. Mhm. Après, je peux me tromper. C'est pas possible que tu te retrouves avec des structures à plus de 2 mètres de profondeur à presque 2000 ans. C'est pas possible. À cette profondeur-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu vois, C'est- je veux bien qu'il y a 10, par an, je veux bien qu'il y a 10 centimètres de profondeur, mais pas 2-3 mètres de profondeur. Oui, oui, d'autant plus que même à Londres, par exemple, et là, tu as beaucoup de maisons dans le centre de Londres où l'entrée des maisons donc, qui sont censées avoir de l'époque victorienne, donc entre 120 et on va dire 150, 160 ans, des maisons édouardiennes même aussi, où quand tu rentres dans ces maisons, l'entrée, c'est en sous-sol, c'est littéralement creusé dans le sol, tu prends un escalier et tu Oui, rentres par le sous-sol. Et oui. ça voilà, il n'y a aucune raison logique derrière ça, tu vois? Mais San Francisco, je crois que c'est pareil, hein. Et tu sais, la grande rue qui descend là de San Francisco, et que tu vois avec le fameux pont là, c'est pareil, hein. Tu as les sous-sols, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, il y a des choses qui sont pas cohérentes et on se pose des questions et c'est normal qu'il faut en parler parce que il y a des choses on nous cache des choses et on voudrait savoir. Et comme il le dit aussi, et c'est vrai, quand tu fais pareil, quand tu fais des explorations ou que tu fais des enquêtes ou que tu vas en hypnose, tu n'as pas de temps. Le temps n'existe pas. Oui, Et oui, donc, c'est tout à fait normal. Et pareil, je vais te prendre un exemple qui est tout simple. On nous dit qu'on est en manque de sable pour fabriquer du verre. Ben,
tu te poses la question, tu dis, on n'a pas de sable, ok, d'accord. Pourquoi vous n'allez pas chercher le sable du Sahara ou de Gobi et autres? Ils ne peuvent pas l'utiliser pour la simple et bonne raison, c'est que pendant ces périodes lointaines, ils ont creusé les sols, récupéré des minéraux, et puis peut-être, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, et ces minéraux qu'ils ont, la terre et tout ça qu'ils ont rejeté, je pense que tout ça, c'est le reste des déchets qu'ils ont jetés et qu'ils ont fait ce qu'on voit aujourd'hui, le désert. C'est leurs déchets parce que tu ne peux pas l'utiliser, c'est pas exploitable. Oui, oui, il s'est passé des choses, des technologies absolument énormes. Et regarde, tu vois par exemple les cathédrales, mais c'est impossible à construire maintenant. Tu vois Notre-Dame de Paris, par exemple, cathédrale de Chartres et tout ça, même certains châteaux, ça ne serait pas possible de les construire maintenant avec toutes les technologies qu'on a et tout, des choses aussi finement travaillées, c'est impossible. Ben oui, et surtout que quand tu regardes avec nous ce qu'on fait aujourd'hui, franchement, honnêtement, c'est moche et c'est laid, hein. Des trucs carrés qui durent 5, 6 ans, tu te retrouves, c'est pourri, c'est vieux et c'est moche. C'est vrai que quand tu regardes, ils construisent des immeubles, des bâtiments, tu les vois comme ça, c'est tout beau, c'est tout neuf, tout le monde il est joli, tout le monde il est beau. Mais tu regardes 4, 5 ans après comment ça devient moche, comment ça devient laid, puis ça fuit partout. Mais quand tu regardes, et c'est ça qui est intéressant, que toutes ces églises, cathédrales et autres, elles ont été placées dans des endroits bien précis, hein. Des centres énergétiques, il y en a plein, cathédrale de Chartres, tu en as plein. Elles ont été ici mises en place pour une raison bien spécifique. Et on commence petit à petit à le redécouvrir et donc c'est intéressant. Oui, et puis pour la petite anecdote, on est passé en octobre dernier par Vézelay. Vézelay, donc la grande basilique et tout ça, déjà, avec l'époque, c'est impossible à faire. Puis après, on est allé au musée, il y a un petit musée, et on a parlé avec la dame qui est un petit peu la curatrice du musée et tout ça, et elle nous a montré des représentations d'Atlante datant du Moyen Âge. Euh, T'as pas en- pris de photos? j'ai peut-être quelques photos dans le téléphone, mais c'est très intéressant parce que ça n'avait pas des aspects humains. Et donc j'ai dit, mais j'ai essayé de poser des questions sur pourquoi ils représentaient des Atlantes et tout, et puis elle était relativement évasive. Mais il y a des représentations d'Atlantes au Moyen Âge, énormément. Donc il y avait plusieurs humanités où où il y avait, disons, une cohabitation entre humains et entités non humaines. Mais en fin de compte, c'est parce que ces personnes qui t'a dit ça, c'est parce que tout simplement, ils ne savent pas. Oui, ça, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, il n'y a aucune explication sur cela. Pourtant, il y a énormément de représentations d'Atlante. Et sur les cathédrales moyenâgeuses, ça c'est mon hypothèse personnelle. Je ne parle pas des gargouilles et tout ça, mais il y a beaucoup de statues avec des têtes non humaines. Et ça peut correspondre à ces Atlantes, entre guillemets, à cette autre humanité, peu importe comment on les appelle. Et je pense qu'il y a un rapport avec la Tartaria. Ouais. Mais c'est vrai que la Tartaria, quand on a abordé le sujet avec des photos, c'est intéressant parce que tu te poses toujours, justement, je dis aussi, il faut constamment remettre tout en question parce que c'est vrai qu'on nous cache beaucoup de choses. Et quand je le dis aussi qu'il n'y a pas on ne peut pas donner de date, c'est pas tout simplement parce qu'on ne connaît pas la ligne du temps qu'il y avait avant, tu vois. Et Mhm. quand on parle de reset, cette période, forcément, peut-être il y en a eu deux ou trois, il y en a eu des resets bien avant nous. Et donc, c'est pour ça que ils font que à chaque fois quand il y a des resets, ils nous font pour qu'on oublie, ils nous effacent la mémoire. Et comme ça, ils font de leur monde qu'eux, ils veulent. Oui, oui, c'est un reset. Il y en a.
Ça, c'est un thème qui revient constamment. Et effectivement, tout laisse à penser que les timelines ont été manipulées. Parce que, par exemple, tu as l'histoire alternative et l'histoire officielle. Il y a, euh, il y a des preuves qui montrent que l'histoire officielle est vraie, mais des preuves aussi qui montrent que l'histoire alternative est vraie. Donc on peut penser que l'histoire officielle, c'est une timeline qui est venue se greffer sur l'histoire alternative et que les entités, par leur technologie, ont transformé en réalité consensuelle. Maintenant, il y a eu cette manipulation des timelines, ce reset, comme certains l'appellent, comme tu l'appelles, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il y avait avant était positif. On en parlait parce que beaucoup de gens disent que la Tartaria, c'était un espèce d'âge d'or et tout ça, mais toi, tu es arrivé à des conclusions très différentes. Bah, le problème, c'est que les conclusions, c'est vrai qu'elles peut être mitigées. C'est-à-dire que il y a la balance. Je vais reprendre la même formule que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas, je n'ai pas vécu dans cette période, donc je ne pourrais pas dire si c'était bien, si c'était pas bien. Mhm. Je vois, et je viens de retrouver. Alors attends, je vais essayer de te l'envoyer par mail. La représentation d'Atlante de Vézelay, j'ai retrouvé une photo qui est sur Internet du reste. Je te l'envoie parce que ça, c'est intéressant. Ouais. Pendant ce temps-là, je vais chercher, je vais regarder. Gélico, je pense que on a fait un petit peu le tour des différents thèmes que tu abordes dans tes recherches, que tu as abordés avec tes invités et tout ça. Et c'est très, très, très intéressant. Mais je voudrais que tu prennes vraiment le temps de présenter ton livre parce que je sais, on en avait parlé dans une dernière interview, que c'est vraiment quelque chose que tu as vécu via l'hypnose, que c'est vraiment quelque chose qui a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie dans ce livre. Donc, je vais te laisser les dernières minutes pour à nouveau présenter ton livre, ce dont il parle et tout ça. Yes. Alors, voilà mon livre. Donc, mon aventure dans une autre vie. Et avant que je le publie, si je me rappelle, je t'avais envoyé le manuscrit pour demander ton avis. Et tu as été l'un des premiers à me dire oui, c'est bien, vas-y, publie-le parce que ça ne s'est jamais fait. Et donc, ce livre, suite à cette séance d'hypnose, c'est que j'ai eu les informations, je les ai eues moi tout de suite. C'est pas que d'autres personnes qui, ça vient au fur et à mesure, au long de la journée ou de la semaine. Moi, c'est venu tout de suite et ça n'a pas arrêté. Et là, maintenant, c'est terminé, donc je passe à autre chose. Et donc, ce livre, tu vois, il y a une carte. Et ça, c'est toutes les destinations que je me suis rendu. Oui, dans ton autre vie. Voilà. Et le premier livre, il s'arrête, en fin de compte, le premier livre, il fait ça, jusqu'au Japon. Mhm. Et là, en dessous, c'est les quêtes que j'ai effectuées pour aller chercher les connaissances et les savoirs, tout ce que j'ai marqué. Donc, c'est comme je te le disais tout à l'heure, je ne savais pas comment j'allais faire. Donc, les 6 premiers, ils sont dans ce premier livre, les 6 premiers. Donc, on a le premier, on a des potions magiques, c'est-à-dire que j'ai reçu euh, un, un manuscrit pour fabriquer des potions à base d'herbes, c'est-à-dire qu'on m'a même enseigné comment mélanger les plantes, les différentes plantes, et, si tu et aussi qu'est-ce que ça peut faire si tu mélanges des plantes toxiques et autres. Le deuxième, ça a été sur le jeûne. Le troisième, ça a été sur la respiration. Le quatrième, sur la spiritualité. Le cinquième, sur le combat et les chakras. Et le sixième, c'est sur la tentation et la séduction. Après, il y a eu
il y en a d'autres qui seront sur d'autres tomes. Et donc, le premier, c'est donc je pars de. Mon voyage commence de Serbie, où je voyage, comme ça. Je monte du côté de chez les Vikings, parce que j'ai rencontré les Vikings. Je continue mon voyage, je traverse, je continue. Je vais du côté de Kiev, où je rencontre un moine dans une grotte. Il m'enseigne, c'est lui qui m'a enseigné le jeûne. Je continue mon voyage, je vais en Mongolie, je rencontre une chamane. Elle me enseigne la spiritualité. Mais bon, il faut savoir que dans le livre et dans les autres, tout ce que je fais, tout ce qu'on m'enseigne, je le décris dans les détails. C'est-à-dire que comment faire un jeûne, comment faire des potions, comment faire plein de... Il y en a un seul que je n'ai pas détaillé, mais je donne des conseils, c'est sur la spiritualité. Pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est quelque chose de propre à chacun. Je ne peux pas te donner de spiritualité pour toi, car toi, tu as ta propre spiritualité Absolument. et moi aussi. Sauf qu'à la différence que toi, tu vas penser, ce que moi, je vais penser, à la fin, on va arriver, ça va être ça. En fin de compte, ça va arriver quand même au même point, mais différemment. Par des Donc chemins. voilà, on arrive au même chemin. Et donc après, je continue mon voyage, je vais jusqu'au Japon. Et au Japon, là-bas, je rencontre des deux déesses qui m'aident, qui sont venues avec moi. Et donc voilà. Et donc, pour terminer, en exclusivité, sur les tout derniers tomes, j'ai écrit des poèmes. Et là, Ah, je vais t'en lire un, même deux. Le premier, c'est sur un poème, c'est sur l'amour. Et le deuxième, ça sera sur la. Je les dirai après, parce que c'est subtil. Alors, l'amour. Dans le jardin secret où les fleurs, où fleurit l'amour, s'épanouissent des roses aux pétales de velours. Dans le doux murmure des souvenirs éveillés, l'amour tisse son histoire infiniment liée. Au creux des nuits étoilées, dans la tendre obscurité, les cœurs s'entrelacent dans une danse enivrée. Écho de passion, souffle de félicité, l'amour se révèle dans toute sa vérité. Entre deux âmes éprises se déploie un ballet où chaque geste, chaque regard est une éternité. Dans les rires partagés, les larmes essuyées, l'amour se dessine éternel et sacré. Dans le murmure des vagues sur le sable doré, l'amour laisse son empreinte indélébile, indélébile et sacrée. Oh là là, j'arrive pas avec ce mot, indélébile et sacré. Dans le doux frisson du vent, la caresse du baiser, l'amour se révèle prêt à tout embrasser. Que le soleil se lève, que la lune se couche, l'amour demeure intemporel et farouche. Dans le cœur des amants, dans chaque battement, l'amour éternel et vibrant. Et le deuxième, c'est sur la méditation. Mais ce qui est subtil dans ce deuxième, c'est que c'est une poésie, mais qui donne aussi comment la pratiquer, la méditation. Donc, c'est plus subtil. oui, c'est intéressant. Ouais. Alors, c'est le silence de la méditation. Dans le silence de l'aube, sous le soleil étoilé, assis-toi en douceur. Laisse-toi envelopper. Ferme tes yeux, respire profondément et laisse la méditation guider ton esprit paisiblement. Laisse les pensées s'apaiser comme des feuilles
dans le vent, et concentre-toi sur ton souffle doucement, lentement. Sens-le entrer et sortir en un flux régulier. Tu ramènes à l'instant présent, te ramenant à l'instant présent, loin du monde entier. Écoute les battements de ton cœur, symphonie intérieure, qui te guide vers la paix, vers la source de lumière. Sens la présence de l'univers autour de toi, en toi, dans cette communion sacrée, ressens la joie. Laisse-toi emporter par la musique du silence et plonge dans l'océan de ta propre conscience. Dans cet espace infini, laisse éclore la sagesse et découvre la beauté de l'instant dans toute sa finesse. Pratique la méditation avec constance et humilité. Laisse-la t'emmener vers la pureté, vers l'éternité. Dans chaque souffle, dans chaque battement de cœur, trouve la méditation, la clé du bonheur intérieur. Et ça, c'est ce que tu as fait entre les deux vies, en fait, c'est ça? Ouais, c'est pendant quand j'ai fait la séance d'hypnose Intéressant. et justement, j'ai voulu mettre en plus pour donner un peu plus de pigments pour que les personnes puissent pratiquer en même temps certaines choses. Mais ce qui est intéressant dans le livre et dans les autres tomes, c'est que tout le long à l'intérieur, il y a des passages, des indices subtils. C'est-à-dire que dans le premier tome et dans les deux autres, j'ai laissé des indices exprès. Et si les personnes trouvent ces indices, c'est-à-dire, je crois qu'il y en a 3 ou 4 indices, si les personnes trouvent ces indices, ils me les envoient par mail et recevront 2 pages A4 qui ne seront nulle part, qui résumera, mais vraiment dans le détail, un peu plus personnel sur la séance d'hypnose que j'ai eue. Mais vraiment un peu plus personnel. C'est intéressant. Mais il faut les trouver, les indices. Donc, il y a un côté ludique aussi à ce livre, très intéressant. Voilà, ouais, ludique. J'ai voulu faire ce truc ludique, mais intéressant parce que c'est ce livre, quand tu regardes tous les endroits que moi j'ai explorés, tu regardes sur Internet, tu fais des recherches, les villes, elles existent. Et sur les personnages que j'ai dans mon livre, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont accompagné, il y en a 5 aujourd'hui que je peux les décrire et ils existent dans le monde réel. Donc, ils sont réincarnés dans cette réalité. Ouais. Bah, il y en a une, celle qui a fait il y en a 2, elles sont dans le livre, elles sont là et je les connais. C'est vraiment intéressant. Bah, en gros, je les connais tous. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois, après, les personnages, une fois que je les ai écrits, que je les ai mis, dans ma tête, elles disparaissent. Je vois que leur silhouette. Parce qu'une fois que j'ai marqué, une fois que j'ai eu cette information, on passe à autre chose. Oui, c'est très subtil et très intéressant. Et c'est quelque part un livre où tu as pu vérifier à un niveau, avec ces personnes qui existent, des choses qui se sont déroulées dans la vie antérieure, au moins en tout cas, vérification partielle avec déjà les personnes que tu as retrouvées dans cette vie, tu vois, c'est ça qui est C'est intéressant. ça. Et si tu veux, dans le livre, bah, il y en a 3. Il y a 2 personnes que moi, je les ai vues chamanes. Et bah, quand je les ai connues, je lui ai dit, toi, tu as été chaman et tout. Puis au fil du truc, on a discuté, puis maintenant, je les connais très bien. Et donc, bah, aujourd'hui, je peux confirmer que c'est vrai. Et il y en a une autre aussi, mais elle sera dans le tome numéro 2, que je connais aussi. Et elle, je l'ai rencontrée
dans un autre continent. Je l'ai rencontrée au Mexique. Et elle aussi, elle est dans le livre, elle est dans la réalité. Donc voilà. Donc celui-ci, donc le tome 1, la photo, c'est moi dans au visage. Ah, c'est intéressant. Donc j'étais comme ça c'est moi dans le visage. Et Donc, c'est subtil, vraiment- ça, c'est les villes que j'ai traversées, où je me suis rendu. Donc Singinum, c'est Belgrade. Et là en bas, tu as Byzance, donc en Turquie. Et là, c'est mon cheval qui m'a accompagné. J'en ai mis trois parce que le chiffre 3 est symbolique et il a une signification très forte. Donc j'en ai mis trois. Parce que si j'en avais mis que un, puis en plus après de la place pour rien, donc j'en ai mis trois, c'est mieux. donc, c'est en fait une quête spirituelle à travers le temps, les timelines, les dimensions. C'est ça qui est très intéressant que Ouais, tu poursuis dans cette vie-là. c'est ça. Mais il faut savoir aussi que moi j'ai marqué dans le livre, j'ai mis une date donc en l'an 800. Et il faut savoir que quand on fait des séances d'hypnose, il n'y a pas le temps n'existe pas. Mais pour donner un repère aux personnes, il faut un point de repère. Donc, avec les tenues, les époques et tout, donc on a estimé autour de l'an 800. C'est c'est ça. Après, comme tu l'avais dit, du reste, le temps, c'est vraiment quelque chose qui est relatif parce que le temps n'existe pas en séance d'hypnose. Donc ça, les gens doivent bien se rappeler, c'est quelque chose qui est relatif. Yes. Donc, Gélico, je te remercie pour cette interview. Et avant de te quitter, est-ce que, est-ce que tu as des émissions qui, qui vont vraiment sortir de l'ordinaire sur ta chaîne, même s'il n'y a rien d'ordinaire sur ta chaîne? Est-ce que dans les prochains mois, prochaines semaines, il y a des émissions qui vont sortir de l'ordinaire, quelque chose, voilà. Même si rien n'est ordinaire sur la chaîne de Gélico. Ben oui, on a prévu de faire une émission le 25 mars sur la notion de chimère et la cryptologie et apparition. Oui, Et puis, il y a une autre émission. Bah, de toute façon, toutes les émissions que je vais faire, elles sont fort intéressantes. Michel Desailles aussi, le 28. Il y a aussi Jean Guéral, où on va parler, on va aborder un sujet et j'y tiens beaucoup. Et puis, c'est sur un grand spécialiste sur la physique quantique. très intéressant, thème vraiment passionnant. Ouais. Et puis, j'ai de la chance aussi d'avoir une égyptologue qui s'appelle Amira Riyad, où on va parler entre ciel et terre, la spiritualité, la spiritualité dans l'Égypte antique. Et c'est une égyptologue, hein. J'ai eu de la chance, elle fait aussi, tu sais, elle fait découvrir, elle est guide aussi en même temps. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Après, au mois d'avril, toujours des bons sujets. Je reçois Pierre Jovanovic et le professeur Marc-Henri. Donc voilà. Et il y en aura encore plein d'autres. Oui, c'est très, très, très intéressant. Eh bien, écoute, Gélico, je te remercie pour cette très bonne intervention, toujours très intéressante. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle émission avec toi sur Au-delà de l'illusion, sur un thème qui reste à déterminer. Yes. À bientôt. Merci beaucoup. Bon après-midi. Je te dis à bientôt.